Licencié pour la nièce et Gen Z et du PDG. Nous ne pouvons pas avoir d'énergie de boomer dans une marque tournée vers l'avenir. Je me suis contenté de dire, eh bien, vous savez sûrement mieux que moi. Il savait que je venais de conclure un accord historique de 970 millions de dollars. Ce qu'il ignorait, c'est que seule ma signature peut valider l'opération. Nous ne pouvons pas avoir d'énergie de boomer dans une marque tournée vers l'avenir. C'est ce qu'a déclaré la nièce du PDG, 27 ans, aucune expérience, et un profil LinkedIn uniquement rempli de « vibes ». Elle a prononcé ces mots avec le sérieux de quelqu'un qui viendrait de guérir le cancer. Je me tenais à 3 mètres de là, regardant ma carrière se faire annuler par un simple slogan. Je m'appelle Elliot Warren, 52 ans, directeur des licences technologiques mondiales, du moins, jusqu'à il y a environ 3 minutes. J'ai passé 18 ans chez Kestrel Systems, à l'époque où nous n'étions que 6 personnes, travaillant dans un entrepôt réaffecté à Baltimore. À l'époque, notre plus grande victoire consistait à décrocher un contrat de serveur, avec une banque de taille moyenne à Saint-Louis. Aujourd'hui, l'entreprise est mondiale. Bruxelles, Singapour, Sao Paulo. Désormais, nous sommes invités à des sommets où tout le monde porte des badges, et où personne ne dit vraiment ce qu'il pense. On m'appelle la passerelle. Je ne fais pas de discours d'ouverture. Je ne publie pas d'extraits de conférences TED, accompagnées de réflexions en légende, mais je me suis assis dans des bureaux gouvernementaux, à écouter des responsables parler en 5 langues, tout en poursuivant 3 objectifs différents, et, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à les faire signer. On ne conclut pas un accord de licence de 970 millions de dollars par le simple charme. On le fait avec le temps, avec la confiance, et grâce à quelques silences bien placés. Il y a une semaine, j'ai serré la main du PDG d'un consortium européen de technologie de défense. 11 mois de négociations. Leurs préoccupations concernaient les excès de pouvoir, la force exécutoire, la responsabilité transfrontalière, et leur point de rupture, la conversion des données, ainsi que le chiffrement entre les plateformes alliées. Notre solution, celle de mon équipe, a réglé le problème. Un protocole que nous avons conçu il y a 3 ans. Déposé, enregistré, sous le numéro de brevet US 104938882. Et je suis légalement inscrit comme co-inventeur, de façon permanente. De plus, ce brevet, son utilisation, sa réplication, ou l'octroi de sous-licence, exige le consentement écrit de tous les inventeurs nommés. Ma clause, ma condition. L'entreprise ne m'a jamais retiré, ni remplacé. J'en ai glissé un mot au service juridique, discrètement, par écrit, mais ils ont laissé mon message sans réponse. Un choix audacieux. Elle s'appelle Avri. Officiellement, elle est directrice de la transformation stratégique. Officieusement, c'est la nièce du PDG, une personne qui a lu un article de McKinsey, et a décidé que les anciens employés étaient le virus à éliminer. Son CV se résume à un podcast raté, 2 refontes de logo, et une retraite de 6 mois à Bali, où elle a conseillé des collectifs en quête de sens. Elle a dit de moi que j'étais un « nœud obsolète », affirmant que nous avions besoin d'esprit agnostique vis-à-vis des plateformes, animé d'une « empathie disruptive ». Cette dernière expression a d'ailleurs fait s'étouffer un collègue avec son café. Elle ne jure que par le design centré sur l'humain, adore les vidéos explicatives sur TikTok sur fond de musique et lo-fi, et ne sait absolument pas à quoi ressemble une clause de licence, mais elle sait concevoir un diaporama qui la rend invisible. Le plus triste, c'est qu'elle y croit vraiment. Le hall d'accueil n'avait pas changé depuis 10 ans. Même panneau de verre, même air recyclé. Une borne numérique diffusait en boucle une vidéo de notre fondateur, parlant de confiance. Les agents de sécurité m'ont adressé le même signe de tête que d'habitude, mais, cette fois-ci, cela ressemblait à un point final. Dehors, il avait commencé à pleuvoir. Évidemment. Ce soir-là,
je n'ai pas publié de message de colère, et je n'ai pas écrit d'adieu énigmatique. Je me suis préparé un thé, je me suis assis, et j'ai ouvert l'enveloppe contenant 3 éléments, une lettre de remerciement du PDG, non signée, dans un style pur. Copier-coller, une version fraîchement imprimée de l'accord de licence, encore chaude, et une photocopie du dépôt auprès de Lusto. Brevet numéro US 10493882. Mon nom était entouré, non pas surligné, mais entouré à l'encre noire. Ma propre écriture, une vieille habitude. J'ai déplié la page à nouveau. Mon nom y figurait, net, centré, ineffaçable. Il ne brillait pas. Il n'accusait pas. Il était simplement là. C'est étrange de voir à quel point une signature peut résonner plus fort qu'une voix. Je ne l'ai pas raturé. Je ne l'ai pas touché. Du tout. Parfois, le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on laisse en suspens. Je me suis arrêté sur la ligne portant mon nom. Elle semblait plus froide à présent, comme si elle n'avait plus sa place ici, ou peut-être comme si elle ne l'avait jamais eue. Aucune fierté, juste de la précision. J'ai replié le papier selon son pli d'origine, de manière serrée, nette. Je l'ai classé sous la mention « Action en attente ». J'ai éteint les lumières, je suis sorti, et j'ai regardé mon téléphone. Une nouvelle notification, une invitation d'agenda, ne provenant pas de Kestrel. Juste une heure, un lieu, et un objet, proposition d'urgence. J'ai cliqué sur accepter. Il fut un temps où mon téléphone ne s'arrêtait jamais de sonner. Si une région piétinait, on m'appelait. Si un régulateur s'opposait, on m'appelait. Si un accord était sur la table, mais que la formulation devenait trop dense pour que le service juridique puisse la décrypter, on m'appelait. Même l'ancien PDG, Rothman, avait l'habitude de dire « Si Elliott ne valide pas, ce n'est pas encore concret ». Nous n'étions pas amis, mais nous nous faisions confiance. Il m'appelait dans son bureau sans aucune invitation officielle. Sans préambule. Juste un regard, un hochement de tête, et un post-it avec 3 points clés. C'était sa version d'une réunion stratégique. Et cela fonctionnait. Puis, il a pris du recul. Toujours membre du conseil d'administration, touchant toujours ses actions, mais n'intervenant plus dans les opérations quotidiennes. C'est à ce moment-là que tout a commencé à être restructuré. Cela a débuté timidement. Notre réunion mensuelle de synchronisation des licences s'est transformée en une cellule de stratégie future. Ils ont remplacé mon tableau blanc par un écran tactile que personne ne savait calibrer. Quelqu'un a changé les couleurs des modèles de présentation pour des dégradés pastel, et les valeurs de l'entreprise sont devenues des verbes, compatir, s'élever, disrompre. Avril est arrivé 2 semaines après ce changement d'image de marque. Elle ne s'est pas présentée au début, se contentant de planer dans les réunions, prenant des notes sur une tablette équipée d'un clavier haut cliquetis trop bruyant. Elle ne posait jamais de questions techniques, s'intéressant uniquement à l'image. Comment cela va-t-il rendre sur une présentation, ou encore pouvons-nous humaniser ce point de contact? Les jeunes analystes l'adoraient. Elle se souvenait du nom des chiens de chacun. Elle partageait de micro-victoires, sur Slack, accompagnées d'emojis. Elle qualifiait mes notes de négociation de trop dense, et me demandait si nous avions un tableau Notion. Je lui ai demandé si nous étions toujours une entreprise technologique. Elle a ri comme si j'avais fait une blague de papa. C'était peut-être le cas. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait décalé un appel avec un client international que je devais animer, sans m'en avertir. Je me suis connecté sur Zoom, et je l'ai vu, déjà en plein milieu d'une phrase, en train de faire référence à un document que je n'avais pas approuvé. Quand je lui ai posé la question par la suite, elle a répondu « Oh, je pensais que tu étais mentionné. » Autant pour moi. Une autre fois, elle m'a repris sur l'usage du mot « fournisseur » dans un
rapport. Elle a affirmé que c'était un langage extractif. Je l'ai fixé du regard pendant 3 secondes de plus que nécessaire. Elle m'a rendu mon regard. Comme si elle venait de m'enseigner une leçon essentielle. L'escalade s'est faite en douceur. C'est ainsi qu'il procède désormais. Mon nom a cessé d'apparaître sur les notes de service interne. Un rapport sur les licences a été envoyé au conseil d'administration sans mes corrections. Un ancien subordonné en qui j'avais confiance m'a demandé, l'air nerveux, si je gérais toujours les négociations avec Noradi. J'ai répondu que oui. Il a semblé soulagé, puis n'a plus rien dit. Le jour où j'ai compris que le vent tournait, ce fut lors de la table ronde de Tallinn. Cet événement était le mien. Je l'avais bâti à partir de rien, pour en faire un carrefour trimestriel d'harmonisation des licences mondiales. J'avais moi-même sélectionné la liste des participants, 2 représentants de l'ONU, un membre d'un consortium d'éthique de l'IA, et 3 responsables des infrastructures de données de pays alliés de l'OTAN. L'invitation d'agenda est venue d'Avri. Objet, examen du cadre historique, édition conformité UE. Aucune mention de ma personne, juste un simple message pour information. Tous les documents ont été examinés et approuvés par le bureau stratégique. Stratégique, et non juridique, ni même lié aux licences stratégiques. J'étais toujours dans la boucle de courriel, toujours en copie, mais personne ne s'attendait à ce que je prenne la parole. Le coup de grâce n'a pas été brutal. Il est survenu dans la salle de pause, 2 jours avant mon licenciement. Avri discutait avec Kira, du service des relations avec les investisseurs. Assez fort pour que je puisse l'entendre, mais assez doucement pour pouvoir nier toute intention de nuire. Elle disait, nous ne faisons que moderniser, c'est tout. Certaines personnes sont plus attachées au contrôle qu'à l'innovation. Puis elle a ajouté, et puis, il est là depuis quoi, 20 ans? C'est l'équivalent de 3 startups d'affilée. Je n'ai pas interrompu la conversation. J'ai remué mon thé, puis je suis sorti. Mais ce soir-là, quelque chose a attiré mon attention. Un message ne provenant ni d'Avri, ni du service juridique, mais d'un contact dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Un contact de haut niveau dans le secteur de la défense, sur la côte est. Le SMS disait, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre présente le protocole de travail la semaine prochaine? Je n'ai pas répondu, me contentant de fixer l'écran, le temps de réaliser qu'il n'avait aucune idée de mon éviction, et que, par conséquent, si eux l'ignoraient, les autres l'ignoraient probablement aussi. L'événement s'appelait Future-Proof 2030, et se tenait dans un espace de conférence hostile. Brutaliste dans le sud de Manhattan. Mur de verre, éclairage LED ascendant, et menu entièrement végétalien. Ils avaient engagé un graffeur pour peindre en direct sur scène entre les débats. Tout était extrêmement calibré. Je n'étais pas invité. Je n'avais pas besoin de l'être. J'avais déjà vu le dossier de présentation. Non pas parce qu'il me l'avait envoyé, mais parce que quelqu'un au service des achats me l'avait transféré par erreur. Même police, même clause type, même protocole. Le mien, mais il l'avait rebaptisé Projet Polari. Cela ressemblait à un croisement entre une start-up d'IA et une application de méditation. J'ai suivi la diffusion en direct depuis un café situé à 4 rue de la. Un double expresso, sans lait, installé à une table dans un coin, pas de cérémonie, juste une position d'observation. L'animateur a qualifié l'événement de moment historique pour la synergie publique-privée dans le domaine de l'architecture sécurisée. Avri est monté sur scène, chaussé de talons minimaliste, et vêtu d'un blazer trop grand pour ses épaules. Elle a commencé fort. Elle a parlé d'éthique, de transparence, et de la façon dont sa génération construit des ponts, plutôt que de travailler en silo. Les gens hochaient la tête.
Quelqu'un a applaudi trop tôt. Une ambiance typique de ce genre de réunion. Puis est venue la démonstration à l'écran, organigramme. Animé, villes intelligentes, vérification par blockchain, et couche de conformité fédérée. Une présentation assez soignée pour tromper n'importe qui. Sauf la personne qui avait conçu le système. Mais je l'avais conçu, et je savais exactement ce qui allait suivre. La diapositive de déclenchement, celle qui initiait la confirmation de validation. Celle qui exigeait la clé de coauteur. Ils ont cliqué. Rien ne s'est produit. Puis, un symbole de chargement est apparu. Un clignotement. Enfin, un encadré. Rouge, autorité cryptographique manquante, section EW14C. La salle s'est figée. Avery a cligné des yeux, puis a souri, comme si elle maîtrisait la situation. Il semble que nous ayons un léger retard concernant les identifiants. Probablement un problème de synchronisation avec l'environnement de test. Sauf qu'ils étaient en direct, et qu'elle le savait parfaitement. Quelqu'un, près du premier rang, a levé la main. Costume gris. Groupe de liaison. De la défense. Je pensais que le projet était finalisé. Vous êtes encore en phase de test? Avery a hésité, a jeté un regard vers les coulisses, puis a baissé les yeux. Nous allons faire une courte pause. Le signal a été coupé. J'ai rafraîchi la page 2 fois. L'écran est resté noir. 3 rangs derrière, l'un des anciens vice-présidents a chuchoté quelque chose. Puis s'est levé. Un autre l'a suivi. Le premier rang est resté figé, les yeux fixés vers l'avant, mais le regard vide. Mon téléphone a vibré. C'était Lynn. Membre du conseil d'administration, le genre de personne de la vieille école. Avec un poignard caché derrière un sourire. Peux-tu passer lundi? Pas de salut, pas d'excuses, juste du positionnement tactique. 2 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Celui-ci provenait d'un client de Polari. Pas un client majeur, mais un flux. Je viens de voir la diffusion. Tu n'étais vraiment pas impliqué? On m'avait dit que tu avais donné ton accord. Pouvons-nous discuter? 3e vibration. Demande interne du service juridique, pour clarification sur la portée des droits d'application du coauteur concernant la clause 14C. Une clarification. Après m'avoir effacé. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon application de notes, et j'ai tapé une seule ligne. Lundi, 10h, salle 42E, puis je l'ai transféré à mon avocat. Pas de destinataire en copie, pas d'émoji, pas d'énergie de boomer, juste de l'héritage. Puis, un 4e message est arrivé de la part de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis plus d'1 an, Ethan, ancien vice-président des systèmes. Son message disait simplement, ils ont essayé de recréer la confirmation de validation avec un vieux prototype. Ça n'a pas marché. Ils sont en panique. Évidemment qu'ils l'étaient. Ils n'avaient pas compris ce qu'ils copiaient, seulement l'apparence du système. 5e vibration. Un journaliste d'une chronique technologique, erreur sur la section 14C. Déclaration officielle ou officieuse. J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé autour de moi dans le café. 3 personnes tapaient sur leur clavier. Un appel Zoom était en cours. Personne ne se doutait de rien. À 5 rues d'ici, un contrat de 970 millions de dollars venait de voler en éclat. Non pas parce que j'avais saboté quoi que ce soit, mais parce qu'il avait oublié que les systèmes se construisent par couches. Et j'étais là. Couche 0. Un autre courriel est apparu. Celui-ci provenait d'un autre membre du conseil d'administration, transféré par erreur. Pouvons-nous envisager une solution de contournement si EW ne coopère pas? 2 mots s'affichaient en rouge, peu probable, juridiquement risqué.
J'ai souri pour la première fois de la matinée. Et, juste avant de refermer mon ordinateur portable, j'ai vu le nom d'Avri apparaître dans les tendances sur Twitter, Polarifel. J'ai fini mon expresso, j'ai déchiré en deux la serviette en papier de l'événement, je l'ai jeté à la poubelle, puis je suis sorti. Certaines personnes jouent au pouvoir, d'autres le détiennent. Lundi, 10h, salle 42. Je suis arrivé en avance. L'agent de sécurité a scanné mon badge comme si je faisais toujours partie des effectifs. 2 étages plus haut, à travers la vitre, j'ai aperçu Avri et Elliot Nash en pleine altercation. Elle tenait sa tablette levée. Lui montrait quelque chose du doigt, l'air frustré. Je n'avais pas besoin d'entendre pour comprendre. Leur langage corporel parlait de lui-même. Des fissures apparaissaient. La réception m'a dirigé vers la plus petite salle de réunion. Pas de fenêtre. Pas d'image de marque, juste des bouteilles d'eau et une ambition rance. À l'intérieur se trouvait Lynn, du conseil d'administration, le conseiller juridique de l'entreprise, et 2 cadres que je ne reconnaissais pas. Avri est entré en retard. Elliot l'a suivi, l'air calme, mais visiblement sous tension. Personne n'a prononcé mon nom. Ils ont d'emblée adopté un ton solennel. Nous sommes ici pour saluer vos contributions à la fondation de Polari, et pour formaliser les prochaines étapes vers une harmonisation de la séduction d'entreprise au rythme d'une présentation PowerPoint. Ensuite, ils m'ont présenté un contrat de licence, accompagné d'une offre financière censée refléter la valeur du marché. Un accord de confidentialité couvrant les divulgations passées et futures, une réintégration en tant que conseiller technique et mérite, pas d'interview, pas de déclaration, pas de vague, un auteur passif, un fantôme décoré. J'ai jeté un coup d'œil au document, mais sans l'ouvrir. Vous me demandez de réparer ce que vous avez brisé, ai-je dit calmement, et de faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Lynn a croisé mon regard. Nous te demandons de protéger l'avenir de l'entreprise, ainsi que le tien. J'ai incliné la tête. Et si je refuse? Le conseiller juridique a pris la parole, nous devrons réévaluer notre exposition au risque, mais nous pensons que la coopération sert les intérêts de chacun. J'ai hoché la tête. Lentement. Avri s'est raclé la gorge. Je sais que nous avons eu des différends, mais Polari a toujours besoin de toi. C'est toi qui as conçu sa structure. Je ne l'ai pas regardé, me contentant de déclarer, vous ne m'avez pas simplement retiré du système. Vous avez supprimé mon accès au serveur de test. Vous saviez exactement ce que cela signifiait. Un silence s'est installé. C'était une erreur de communication du service informatique, a-t-elle fini par dire. J'ai fini par sourire. Très bien. Appelons cela de la poésie, alors. Je me suis levé. Merci pour ces éclaircissements. En sortant, je suis passé par le couloir où était encore accrochée la plaque des principes fondateurs de notre entreprise. Mon nom était gravé juste en dessous de la déclaration de mission. Celui d'Avri n'y figurait pas. J'ai pris l'ascenseur pour descendre, puis j'ai marché vers l'est, passant devant 2 anciens bureaux que j'avais aidé à ouvrir, et devant le café où j'avais bouclé plusieurs levées de fonds. Destination, Wendell & Knox, un sous-traitant de la défense. Un ancien client, discret et sérieux. La réceptionniste se souvenait encore de moi. Ethan est là. Il demande de tes nouvelles depuis jeudi dernier. Elle a souri. Comme si nous n'avions jamais cessé de collaborer. Il est venu à ma rencontre. Dans le couloir. Nous avons vu la diffusion. Un raté impressionnant. Tu as quelque chose pour nous? Je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait la clause 14C. Clé de co-auteur. Droits exclusifs. Incessible. Il a haussé un sourcil. C'est ton coup? Pas encore, ai-je répondu, je me contente de resserrer les positions sur l'échiquier.
Tandis que nous marchions, son assistante est apparue. Vous avez également quelqu'un du ministère du Commerce en ligne. Il souhaite savoir si Polari a été restructuré. Ethan s'est arrêté, puis m'a regardé. Tu penses qu'il y a des fuites? J'ai haussé les épaules. Ou bien quelqu'un prend ses précautions à l'avance. Nous nous sommes serrés la main, puis je suis parti. 3 heures plus tard, j'ai reçu l'appel d'un journaliste de TechLobit. Une source anonyme affirme que vous avez été illégalement écarté de la propriété intellectuelle de Polari. Souhaitez-vous faire un commentaire? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un SMS à Lynn, tu devrais peut-être verrouiller la clause 22. La phase de communication des pièces est toujours ouverte. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. L'assistante d'Avri. Madame Lee aimerait vous rencontrer en privé. Elle précise que c'est confidentiel. J'ai accepté. Un café en centre-ville. Pas de costume, juste du café et de la réputation. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil et un sweat à capuche. Dans un style décontracté un peu trop étudié. Merci d'être venu. Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. Elle a regardé autour d'elle. Je ne voulais pas que le conseil d'administration soit impliqué. J'ai haussé un sourcil. Quelle est la demande? Je veux faire pivoter Polari. Écarter Elliott. Réinventer le modèle avec la bonne validation, toi. Je me suis adossé à mon siège. Tu es en train d'orchestrer un coup d'État. Je protège la technologie et, oui, j'en ai assez de devoir gérer des comportements arrogants. Elle a fait glisser une clé USB sur la table. Courriels internes chiffrés, enregistrement de réunion. Tu découvriras que Lynn a tenté de vendre la propriété intellectuelle de Polari à des tiers, sans en informer personne. Je n'ai pas touché à la clé. À la place, j'ai demandé. Pourquoi moi? Tu as construit le système proprement. Tu n'as jamais eu besoin d'enjoliver l'histoire, seul le système t'importait. Et pour être tout à fait honnête, il n'a jamais respecté ce qu'il ne comprenait pas. Je me suis levé pour partir. Tu faisais partie de ce gâchis, Avri. Je sais. Je me suis arrêté, fixant la clé USB. Je ne suis pas là pour choisir un camp. Je suis là pour choisir mon moment. Elle a hoché la tête, le regard acéré. Tandis que je sortais, mon téléphone a vibré. Un message d'Elliott. Nous devons parler, maintenant. Et juste en dessous, un autre de Lynn, là. Clause 14 et suscite pas mal de discussions à Washington. Pouvons-nous accorder nos violons sur le discours à tenir? J'ai verrouillé mon téléphone, puis je l'ai déverrouillé, et j'ai tapé une seule réponse, nous parlerons après qu'ils auront parlé. Mardi, Washington, D.C. Pas de mise en scène, juste une invitation. Un haut fonctionnaire du ministère du Commerce m'a reçu dans une salle de conférence sécurisée, un petit drapeau. Pas de presse, 2 chaises, des bloc-notes juridiques, et un dictaphone au voyant rouge clignotant. Vous n'êtes pas sous le coup d'une enquête, a-t-il précisé, mais votre signature sur la clause 14C a perturbé un accord d'exportation crucial. Nous avons besoin de contexte. Je lui ai apporté des faits précis, sans aucun commentaire personnel. Il a hoché la tête. Votre silence participe au bruit ambiant. À midi, Polari a publié un communiqué, bien que nous respections l'implication historique de M. Anders, son comportement récent reflète un intérêt personnel, et non la mission de l'entreprise. On aurait dit un texte rédigé par un avocat sous l'effet de la Red Bull. Avri n'était pas cité. Le PDG non plus. Cependant, des journalistes spécialisés en technologie avaient déjà reçu des documents internes, des captures d'écran de discussions privées entre Avri et Elliott. Des remarques sarcastiques, des luttes de pouvoir, et une
Phrase brutale d'Avry, nous avons juste besoin qu'il soit parti avant le troisième trimestre. N'importe qui de plus de 50 ans rend les investisseurs nerveux. Ce soir-là, un message chiffré m'est parvenu par l'intermédiaire d'un ancien contact. Il s'agissait d'un projet de contrat signalé, non signé, daté de 3 semaines avant mon licenciement. Avry avait contacté une société écran pour acquérir une participation dans le portefeuille de brevets de Polary. Mon nom avait été effacé. La clause 14C avait complètement disparu. Ce n'était pas seulement de la négligence d'entreprise, c'était une tentative de vol. Mercredi matin, Polary a tenté de conclure un accord de licence de dernière minute avec Zenith Corporation. Celui-ci s'est effondré. Les avocats de Zenith ont invoqué des questions non résolues de queue-hauteur sur la propriété intellectuelle exclusive, faisant directement référence à la clause 14C. Elliott s'est rendu en avion à New York pour rencontrer un cabinet d'avocats spécialisés dans les litiges. Ils ont refusé de les représenter, après avoir examiné le registre d'attribution du brevet. Un juge fédéral a émis une note, tant que les deux inventeurs n'autorisent pas la licence, aucune substitution n'est permise. La signature de M. Anders reste juridiquement requise. Désespéré, Polary a déposé une requête pour contester mon statut de co-inventeur, affirmant que j'avais abandonné l'invention. Une manœuvre discrète, mais dangereuse. Il ne s'attendait pas à ce que je possède mes cahiers de laboratoire originaux, horodatés, contresignés par des témoins. Numérisés, déposés il y a des années, et conservés hors ligne. Leur requête a été rejetée en moins de 36 heures. Le conseil d'administration a commencé à se fissurer. Ce soir-là, un journaliste de TechGate m'a trouvé dans un parking du centre-ville. Quelqu'un prétend que vous avez mal géré un rapport de conformité en 2009. Souhaitez-vous réagir? Je n'ai pas bronché. Vous, est-ce que vous les croyez? Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, le cabinet à l'origine de cette rumeur a présenté des excuses publiques. Il s'est avéré que la source était un stagiaire licencié, guidé en sous-main par Avry. Sur LinkedIn, le rôle de Lynn s'est transformé en conseillère stratégique en congé sabbatique. Son bureau d'angle était vide. Dès jeudi midi, j'ai été discrètement invité à revenir en tant que co-directeur de la technologie, co-CTO. Cette offre ne provenait pas du conseil d'administration, mais de l'investisseur institutionnel historique de Polary, qui craignait que le calendrier de l'introduction en bourse ne soit totalement compromis. Il a demandé une réunion en personne, dans un bureau privé, sans aucun collaborateur. Franchement, m'a-t-il dit, ce n'est pas une question de personne. C'est à cause de la chute de notre valorisation. Je suis resté silencieux. Il a ouvert un tiroir, en a sorti une lettre, et me l'a tendue à travers le bureau comme si elle était radioactive. Nous avons de nouveaux besoins d'un adulte dans la pièce. La lettre proposait un rappel de salaire, la récupération du contrôle du brevet, ainsi qu'une autonomie totale sur la communication publique. Ils y avaient même joint un projet de campagne. La réconciliation Polary, retour vers l'avenir avec nos fondateurs. J'ai laissé la lettre sur son bureau. Au petit déjeuner, mon fils a levé les yeux de sa boîte de céréales. Tu vas être célèbre maintenant? J'ai haussé un sourcil. Il a précisé, tu sais. Genre des interviews, la télé, Internet. J'ai bu une gorgée de mon café. Les gens célèbres courent après les micros. Moi, je préfère courir après la paix. Il a hoché la tête lentement. Alors, est-ce qu'ils savent que tu n'as pas encore fini? Je n'ai pas répondu, mais le coin de mes lèvres s'est légèrement étiré. Vendredi. J'ai marché 6 rues jusqu'à une petite maison en briques rouges. La porte s'est ouverte avant même que je frappe une deuxième fois. Pull gris. Regard calme. La fondatrice historique. Elle n'avait pas beaucoup vieilli.
Elle avait toujours cette habitude de jeter un coup d'œil à vos chaussures, avant de vous regarder dans les yeux. J'ai entendu dire que Polary brûle. C'était du bois sec, depuis le début. Elle a penché la tête. C'est la toute première fois que tu viens me voir. J'ai hoché la tête. J'ai peut-être eu tort. Concernant la personne qui avait une vision. Elle a cligné des yeux. Incertaine de savoir s'il s'agissait d'un compliment ou d'excuse. Tu es là. Pour te réjouir de notre malheur? J'ai secoué la tête. Je suis là pour reconstruire. Polary n'est pas allé au tribunal. Ils ont choisi le silence. Le conseil d'administration a approuvé un accord révisé avec Zenith Corp, en utilisant une structure parallèle, une solution qui maintenait la licence active, mais coupée entièrement. La clause 14C est restée intacte. J'ai conservé ma copropriété légale. Il conservait le droit d'aller de l'avant, à la seule condition que mon nom n'apparaisse plus jamais. J'ai signé pour le silence, pas pour le produit. Avery a disparu de la scène publique. Plus de mise à jour sur LinkedIn, plus d'essais sur Medium. 6 mois plus tard, un podcast d'investigation affirmait qu'elle s'était installée à Amsterdam, et qu'elle travaillait sur les politiques d'éthique de l'IA. Je n'ai pas cliqué sur le lien. Elliott a accepté un contrat de conseil dans un cabinet réputé pour recycler les anciens dirigeants dans des rôles de façade. Quant à Lynn, on l'a vu pour la dernière fois en train de publier des citations de motivation, sous des images libres de droit, représentant des loups. Polary a tout de même lancé sa campagne sans moi, retour vers l'avenir avec nos fondateurs. Elle a fait le buzz pendant 3 jours, avant d'être discrètement retirée. Il s'est avéré que les fondateurs avaient refusé d'y participer. Je n'ai jamais fait la moindre déclaration. Les investisseurs ont spéculé, étais-je sur liste noire, racheté, ou simplement amer. Pendant quelques semaines, j'ai fait l'objet d'articles d'opinion et de débats au sein de cercles de réflexion. La prochaine génération d'ingénieurs va-t-elle s'effacer d'elle-même, à l'instar d'Anders? Y a-t-il une certaine dignité à disparaître? La clause 14C, un témoignage d'ego ou d'éthique? Je n'ai lu aucun de ces articles. En avril, j'ai reçu une petite enveloppe, sans adresse d'expédition. À l'intérieur se tournait un mot de remerciement, écrit à la main sur du papier épais. Pas de signature. Juste ces mots, je ne suis resté que parce que tu l'as fait. Je suis parti le lendemain de ton licenciement. Aujourd'hui, je construis quelque chose qui a du sens. Tu m'as montré ce à quoi cela ressemble. Je l'ai plié en 2, puis je l'ai placé à l'intérieur d'un carnet à couverture rigide que je conservais pour ce genre de moment. Mon fils me demandait sans cesse si nous allions déménager. Non, ai-je répondu, je fais juste un peu de ménage dans tout ce bruit. Il n'a pas vraiment compris, mais il a accepté ma réponse. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait faire plus tard, il a marqué un temps d'arrêt, puis a répondu, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sur la photo pour faire partie de l'histoire. Je ne suis pas retourné dans le milieu de la technologie. Du moins, pas celle qui nécessite des dossiers de présentation et des actionnaires. J'ai commencé à travailler depuis un petit chalet, situé à 3 heures de la ville, pas de réseau, juste une connexion au débit par satellite. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, des cloisons de plâtre nu, une table pliante, et des écrans d'occasion. Mais cela me suffisait. Je ne bâtissais pas une entreprise, je construisais un système, non pas pour le profit, mais pour la résilience. Un protocole conçu pour éviter que les chercheurs marginalisés ne soient effacés. Une archive décentralisée, horodatée. Une preuve de contribution. La preuve que les esprits qui conçoivent les choses comptent, qu'ils tiennent ou non le micro. En août, j'ai reçu un courriel d'un ancien rival. Ni Avery,
ni Polari, mais quelqu'un qui avait tenté de surenchérir face à moi pour un petit brevet, il y a 14 ans. Nous ne nous étions pas parlé depuis. L'objet du message. Personne n'avait vu venir ce dénouement. J'ai répondu par 2 mots, pas. Fini. En septembre, j'ai été invité à m'exprimer lors d'une table ronde intitulée L'héritage au-delà du leadership. J'ai décliné l'invitation. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai répondu, je ne dirige pas. Je construis. Laissez ceux qui ont soif d'applaudissements se tenir sous les projecteurs. Un matin, à l'approche de l'hiver, j'ai trouvé une photo fissurée, coincée à l'intérieur d'un carton de vieux documents. Elle montrait l'équipe de Polari d'il y a 15 ans. Nous y étions tous, le visage jeune, serrés les uns contre les autres dans un laboratoire bien trop petit, avec des câbles qui couraient sur le sol comme des lianes. Dans un coin, flou, se tenait la fondatrice historique. Elle ne souriait pas, elle était simplement concentrée. Je l'ai fixée pendant un long moment, puis je l'ai brûlée, non pas par rancune, mais pour tourner définitivement la page. La semaine suivante, elle et moi nous sommes revus. Même café, même silence. Entre les mots. Nous n'avons pas parlé de reconstruction cette fois-ci, mais uniquement de ce que nous ne permettrions plus jamais. Dernier matin. J'ai marché jusqu'à la limite de ma propriété. L'antenne satellite bourdonnait doucement dans la brise. J'ai enterré le disque dur sous une pierre plate, non pas par paranoïa, mais par principe. J'avais déjà fait des copies, et je les avais distribuées à 10 personnes de confiance, dont aucune ne souhaitait s'attribuer le mérite du travail. Puis, j'ai reculé, j'ai épousseté mes mains, et j'ai expiré. Le travail n'était pas terminé, mais le bruit, lui, avait cessé. La vengeance d'un gentleman ne fait pas de bruit, mais elle est toujours personnelle. Si tout cela vous a semblé personnel, faites-en une affaire personnelle. Abonnez-vous dès maintenant, et ne manquez pas l'histoire de demain.